Oui, ma question s'adresse à Jacques Repussard. J'ai trouvé cette présentation fort intéressante et qui projette un regard justement sur ce métier du risque. Et justement, à la fois, je focalisais ma question sur l'aspect du pilotage des crises. Justement, sur la diapo 5 que vous avez évoquée, c'était de se poser la question, justement, de créer une formation. C'est pas de créer une formation, c'est plutôt ma question, c'est-à-dire, ne faudrait-il pas former les managers de façon à ce qu'ils soient capables d'initiative, d'imagination, parce qu'en période de crise, c'est de la rupture. Donc, toutes les fiches qu'on a pu élaborer ne sont pas capables de répondre à ces exigences. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à former, je dirais, à la fois les managers, mais aussi, je dirais, le gouvernement, parce qu'on voit ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, ça a été, à mon avis, au début, un peu une catastrophe. Quel est votre avis ? Bah oui, très clairement, il y a un enjeu de formation, mais aussi de pratique. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup choqué à l'époque, c'est quand il y avait des exercices de crise nucléaire qui sont programmés, qui sont des exercices très complexes, qui sont bien organisés, mais certains sont, une fois par an, il est censé y avoir un exercice national ou qui implique les gouvernements, parce que dans une situation vraie, les ministres, évidemment, eux-mêmes, tout leur staff serait sur le pont et aurait à prendre position. Eh bien, dans ces exercices, les ministres ne viennent jamais parce qu'ils sont débordés par d'autres, par leur court terme, et ils envoient un jeune de leur cabinet qui fait le ministre. Et en fait, du coup, ça réduit complètement l'intérêt de ça. Donc, administrativement, je veux dire, ça marche, puisqu'il y a une signature pour le ministre, et il remplit nominalement ce qu'il doit faire, sauf que la personne qui est le ministre, lui, il n'en a aucune idée. Donc, il n'apprend pas. Donc, l'institution survit, parce qu'évidemment, il y a un système qui a été opéré, et on a dit, ben voilà, à la fin, on a dit, oui, tout a bien fonctionné, voilà, on peut améliorer, etc. Mais l'objet a été un échec pour les personnes, les ministres eux-mêmes. Et donc, lorsque des vraies crises arrivent, il ne faut pas s'étonner après que la capacité d'improviser soit cacophonique. Donc, il y a deux choses à faire. Il y a, je pense que au niveau des dirigeants, et c'est la même chose pour ce leadership sur le risque là que j'ai évoqué, c'est-à-dire il faut que ça vienne d'en haut. Mais quel président de la République mettra ça dans ses priorités, d'obliger ses ministres à faire vraiment les exercices pour être capable d'agir en cas de crise? Bon, voilà. Donc ça, c'est un premier obstacle. Et l'autre obstacle, c'est qu'est-ce qu'on peut enseigner? Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, votre institut est bien placé pour essayer de discerner comment est-ce qu'on peut enseigner, parce que ça ne peut pas être un enseignement livresque. Ça peut être qu'avec des exercices pratiques, ça peut être des exercices sur table, c'est pas forcément d'aller crapahuter avec des camions, mais je pense que les militaires ont beaucoup à nous apprendre. Je pense que les militaires américains, par exemple, ont développé un très grand formalisme de l'improvisation. Et ça se traduit notamment par des directives très claires dans l'état-major, et c'est enseigné dans l'école de guerre américaine, sur le fait qu'un chef doit toujours laisser la place à l'improvisation, c'est-à-dire qu'on doit donner un objectif, expliquer le pourquoi de cet objectif, parce qu'il faut qu'il soit compris non pas dans son objet tout seul, mais dans un contexte, parce que les subordonnés, mieux ils comprennent le contexte et mieux ils agiront intelligemment. Donc il faut expliquer l'objectif dans son contexte, il faut préciser les moyens à disposition et éventuellement les secours qui pourraient être accompagnés si ça ne se passe pas bien. Mais il faut faire attention à préserver la capacité d'initiative et d'improvisation du subordonné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'au niveau de l'état-major, on règle tous les détails, parce que si quelque chose, à ce moment-là, on est dans l'exécution d'un plan administratif, et s'il y a le moindre grain de sable, ça va dérailler. Alors que si on laisse exprès l'espace de l'improvisation, l'ennemi va évidemment avoir sa propre réflexion et essayer de mettre en échec le plan, et donc la capacité d'improviser des deux côtés, c'est la différence de capacité d'improviser à côté
de l'équilibre des moyens qui va faire la différence. Ben, c'est la même chose pour toute gestion de crise, et ça n'est pas enseigné. Alors que c'est très simple, c'est se laver les mains, c'est pareil, c'est le même genre d'acquisition de réflexes. Dire la gestion de crise, c'est aussi apprendre à se laver les mains, je pense de manière évidemment pas littérale, mais c'est quoi l'équivalent de se laver les mains quand on gère une crise ? Aux différents niveaux, de directeur de crise, de préfet, jusqu'au commandant de la compagnie de pompiers ou du responsable de la sécurité dans une usine. C'est quoi se laver les mains? Et comment le pratiquer? Merci Jacques Repoussard. Je crois qu'on a retenu la formule organiser l'improvisation. Je crois qu'il y a Claude là-haut qui veut poser une question. Je me permets d'apporter un point de vue. Je suis toujours gênée quand on prend le modèle militaire. Pourquoi je suis gênée? C'est parce que nous sommes dans la division des pouvoirs. Or, quand les militaires interviennent, c'est par rapport à une organisation spécifique avec un objectif spécifique qui est effectivement la sécurité, mais en même temps, le mode de préparation d'une société civile ne peut pas être basé sur des modes d'apprentissage tels que ceux des militaires. Et c'est pour ça qu'en réfléchissant sur ces modes de... Comment est-ce qu'on peut aider à la transformation ou à la modification des mentalités, dans une formation, il n'y a pas que la simulation. La simulation, elle est importante, non pas comme un exercice d'application, mais elle est importante comme une mise en évidence des problématiques qui sortent de la pluri-institutionnalité et des différents moyens de réagir. Mais il faut aussi, ce que d'ailleurs vous disiez, la narration, c'est-à-dire qu'il faut que des gens racontent. Pourquoi? Parce que ça stimule l'imaginaire. C'est ça qui fait qu'on imagine. C'est parce qu'on nous a raconté. C'est depuis toujours. Je veux dire que l'inconscient collectif, il s'est toujours basé sur la narration. Et puis, il faut aussi de la modélisation, mais ça, évidemment, ce n'est pas un monde d'ingénieurs que je vais dire qu'il en faut. Mais parce que c'est aussi, ça stimule la capacité à inventer par l'abstraction. Donc voilà, moi, c'est tout. Je ne citais pas le US Army comme exemple à suivre, je citais ça comme un exemple de gens qui ont pensé l'improvisation en tant qu'élément de doctrine, et c'est tout. Après, je pense que cette capacité d'improviser doit être pensée dans le contexte qui est celui d'une société civile, qui est celui de la santé, peu importe. Mais je veux dire, c'est un exemple de gens qui se sont aperçus que c'était vital pour atteindre leur objectif, c'est tout. Je ne recommandais pas tel ou tel élément de doctrine. Jean-Cédric. Oui, alors ce mini-débat est intéressant parce que pour moi, il rapporte deux choses. C'est que tout ce qui est sous-jacent ou en filigrane, c'est la différence entre stratégie et tactique. Et en France, il y a plusieurs ouvrages sur le sujet parce qu'il y a eu confusion entre les deux termes en permanence et même parfois inversion de concepts attribués au terme dans notre histoire depuis la Révolution française et même un petit peu avant. Et donc, on a un besoin, nous, en France, dans notre culture française, de reclasser, reclarifier la différence entre ce qui est du domaine de la doctrine, le terme a été utilisé, donc ce qui est du domaine de la doctrine, ce qui est du domaine de la stratégie et ce qui est du domaine tactique opérationnel, les deux mots étant à peu près équivalents. Et ça, je pense que c'est une taxonomie très très importante à faire. Et donc c'est un commentaire sur ce qui a été dit. Et un deuxième commentaire très rapide, c'est sur le récit, la notion de récit. Le modèle intéressant, je pense, sur lequel on pourrait se baser, c'est la tragédie. Parce que la tragédie grecque comporte tous les mots-clés que nous avons utilisés. La catastrophe, la crise et la catharsis, qui est une sorte d'équivalent, alors à la fois de la prise de recul et de la résilience. Et donc il y a peut-être aussi là un axe de réflexion parce que la tragédie réécrit un récit et donne du sens et permet surtout de transgresser la règle. Parce que comprendre une règle nécessite de savoir la transgresser et pratiquement toutes les tragédies grecques sont basées sur le ressort de la transgression de la règle et de ses conséquences. Voilà. Et un dernier point, c'était théorie des dominos, oui, mais aussi les résonances, parce que les résonances vont au-delà du simple impact du domino et parfois c'est la résonance qui nous surprend.
Voilà, c'était quelques mots de réflexion que je voulais rajouter. Merci, Chastelet. Je crois qu'il y a un monsieur que je connais. Madame, non. Pardon. Oui. Oui, donc c'est une question pour M. Repussard. Vous avez insisté sur le rôle du citoyen et de considérer le citoyen comme un aidant. Et effectivement, la crise de Fukushima a montré qu'on pouvait aussi regarder le modèle avec lequel les associations ont pu s'organiser au Japon, en particulier, vous le connaissez bien, Safcast, qui a permis de sortir très tôt des cartes venant des citoyens, ayant la confiance des citoyens, etc. Et ça vaudrait le coup aussi de regarder les modèles organisationnels d'improvisation qui se sont créés à ce moment-là par rapport à des modèles institutionnels qui ont eu beaucoup de retard et beaucoup moins de confiance du point de vue de la société. Et donc, en fait, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité d'avoir des sociologues qui travaillent sur non seulement le récit qu'on peut faire, mais aussi de comparer des modes organisationnels liés aux associations par rapport aux modes organisationnels institutionnels. Et il y aurait peut-être aussi beaucoup à apprendre de ce côté-là, dans le but de mieux répondre aussi à la société et à ses besoins, surtout dans cette période de changement climatique. C'est tout à fait important. Ça, je pense que si on se rapproche de notre passé récent, il y a eu au moment du confinement, enfin des premières périodes de la crise sanitaire liée au virus du Covid, il y a à Rambouillet, il y a une initiative qui a été prise par le proviseur du lycée de Rambouillet avec des médecins de ville, un cardiologue et puis un ou deux généralistes. Et ils se sont dit, finalement, comment est-ce qu'on peut générer de la prévention dans les familles, de la prévention de la contamination du virus, tout simplement, c'est-à-dire comment transférer quelques notions de base, pourquoi se laver les mains, etc., c'est-à-dire se rendre compte que comment est-ce que des élèves pourraient transporter dans leur famille des codes de prévention qui ne soient pas les artefacts promus par le ministère de la Santé, vous devez faire ci, vous ne devez pas faire ça, etc. Comment générer un discours sur le fond et faire en sorte que les comportements changent, non pas parce qu'on a donné l'ordre de changer, mais parce qu'on a compris comment lutter contre un virus. Et ça a donné d'excellents résultats. Au plan sanitaire, c'est un peu difficile à voir parce que c'est une ville moyenne dans un contexte général. Mais ce qui a été noté, c'est que les familles étaient très reconnaissantes et il y a une baisse de l'anxiété sociale. Et donc on parlait des effets dominos, il faut voir ça au sens large. Effectivement, il y a une crise sanitaire génère une très grande anxiété économique, sociale, etc. Et tout ce qui peut être fait pour réduire ça, et notamment en faisant que les gens deviennent acteurs, de ce fait même, ils contribuent à se prendre en main, et l'anxiété sociale, la défiance vis-à-vis d'institutions, la mauvaise humeur, la peur, baisse d'un cran. Et ça, c'est un gain considérable. Donc, bien que ça ne soit pas de l'objet central, c'est un bénéfice indirect tout à fait essentiel. Mais ça suppose un changement d'attitude, c'est-à-dire et là, j'ai essayé de faire, à travers notre association, Jean-Marie Fessler, on est membre aussi, est-ce qu'on a fait une espèce de colloque là-dessus, comment est-ce qu'on peut étendre ça? C'est très difficile parce qu'il faut convaincre des gens dont ça n'est pas le métier. Un proviseur, il n'est pas là pour faire la politique sanitaire sur le papier. Sauf que cet homme-là, il s'était dit, mais aussi, moi, je peux, évidemment, il se trouvait qu'il avait des amis médecins, ils se sont dit, on peut faire quelque chose avec notre population, et donc c'était très pratique. Il y avait le professeur de Sciences et Vie a fait dans son programme, c'était pas hors programme de l'Éducation nationale, ça c'était dans les clous de l'Éducation nationale, mais ils ont choisi comme thème la pandémie, et ils ont fait venir des étudiants en médecine, des médecins, et les élèves avaient des petits projets à faire, et dans ces projets, c'était de parler chez eux et de rapporter qu'est-ce qui était dit dans leur foyer par leurs grands frères, leurs petits frères, les copains d'école, etc., pour de décrypter ça, dire c'est quoi les décalages, toutes choses très simples, se laver les mains. Et ça marche. Sauf que le ministère de l'Éducation nationale, si on lui dit qu'il faudrait promouvoir ça en tant que mode d'action, c'est-à-dire recommander que dans 3 ans, vous y serez encore. Voilà. Donc, comment changer ça?
Ça, je n'ai pas la réponse. Et je pense que, encore une fois, votre institut, c'est une des clés sur éveiller des consciences de gens qui ne sont pas forcément dans la profession du risque, en disant que ça peut concerner tout le monde. Un risque systémique, ça potentiellement, ça concerne tous les acteurs de la société. Mais il faut s'en emparer, il faut écrire, moi j'aime bien votre idée de la tragédie d'ailleurs. Donc il y a finalement ces trois éléments, hein. Il y a la stratégie, la tactique, mais le récit, c'est ça qui peut mobiliser au-delà. Parce que sinon c'est un monde de professionnels. Moi je suis dans tel métier, la crise c'est pas moi. C'est vrai jusqu'à un certain point. Et le récit peut aider à passer ce cap du professionnel au non professionnel, parce que chacun peut devenir professionnel. Vous citiez Fukushima, c'est tout à fait vrai. Les acteurs de la société sont devenus des professionnels de la protection radiologique. Il faut juste leur transférer quelques connaissances, quelques instruments de mesure, leur expliquer comment ça marche. Mais c'est se laver les mains, c'est pas très compliqué. Simplement, souvent les professionnels se parent de leur science qui protège bien, parce que ça les met sur un piédestal, la science. En fait, beaucoup de gens peuvent accéder à la science parce qu'il n'y a pas besoin d'en savoir énormément pour pouvoir agir. Mais ça, c'est dans les têtes. Si vous voulez changer ce qu'il y a dans les têtes des gens, c'est pas facile. On a juste le temps. Je suis désolé. Une dernière question, monsieur. Vous aviez donné la parole. C'est pas réellement une question, en fait. J'ai beaucoup aimé vos deux exposés. J'étais, par contre, légèrement gêné parce que vous mettez en évidence, en fait, des choses qui parfois s'opposent. C'est-à-dire on parlait de l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence artificielle, la volonté de croissance, mais qui ne va pas dans le sens de l'écologie. Donc, on parlait de la prévention des risques. Bon, moi, je travaille dans les risques professionnels, qui est souvent une vision sur long terme, moyen, long terme. Or, le fonctionnement humain fait pour gérer les risques de tout de suite. Et la question, nous, c'est ce qu'on se moque de nous quand on travaille dans la prévention des risques, parce qu'on est vécu comme des Cassandres. C'est qu'on parle toujours de risques, mais que personne ne voit. Que lorsqu'on parle, vous savez, mais vous me posez des questions que les gens ne se posent, voire même n'imaginent même pas. Et lorsque les choses arrivent, parce que parfois elles arrivent, vous voyez bien que vous ne servez à rien, vu que ça arrive. On a cette question, vous parliez des engagements des pompiers, que j'apprécie beaucoup, mais souvent les engagements des pompiers, c'est sur des temps courts. On voit bien pour le service de santé, qui est engagé sur un temps qui est très très long, et quelle est la limite de l'engagement professionnel alors que les personnels de santé tombent. Et pour travailler, moi, sur les questions de risque professionnel et la question de la santé-sécurité des salariés, en quoi est-ce qu'elle s'oppose à l'obligation de continuité de soins et de fait jusqu'où les salariés peuvent s'exposer sans y laisser leur santé? Mais ces contradictions, elles existent. Je crois qu'il faut le reconnaître. Et moi, je pense que l'élément de réponse, c'est le récit. C'est quoi le récit? Et je pense que c'est vraiment un sujet de travail. Moi, je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est un sujet de travail, d'arriver à dépasser justement vos clivages professionnels pour dire c'est quoi le récit commun à tout ça. Et ça, il n'existe pas. Il n'existe pas, et donc il n'est pas enseigné, et ça crée un détriment considérable dont vous venez vous faire l'expression. En tout cas, merci à tous. Merci aux deux conférenciers, et puis merci à vous tous pour vos questions.